Bonjour, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui nous allons parler de Philippe Billard, un invité très intéressant. Oui, en effet, je m'appelle Jean-François, je suis le créateur de la chaîne Sentier du Bonheur, une chaîne pour vivre une vie pleine et entière, une vie pleine de sens. Et aujourd'hui, je voulais te présenter un reportage que j'ai fait, une interview que j'ai faite à distance avec des moyens un peu limités, une interview de Philippe Billard, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis plusieurs décennies. Hein, on s'envoie des mails de temps en temps et j'avais dans l'objectif comme objectif de l'interviewer, de l'interroger, mais malheureusement Philippe Billard c'est un peu comme une comète ou un météore, hein, c'est très difficile à attraper. Et en fait j'ai réussi à l'avoir, j'ai réussi à le coincer pendant on va dire une trentaine de minutes et il a bien voulu nous parler de son travail, bien voulu nous parler de son engagement et j'ai été flatté de l'avoir puisque il a accepté d'être interrogé. Et puis nous avons passé un petit quart d'heure après en off, parlant de ce qu'on n'a pas pu dire non plus, parce qu'on ne peut pas tout dire dans les interviews. On ne peut pas tout dire dans les échanges et je peux t'assurer que c'est quelqu'un de formidable. Donc écoute bien ce reportage, il est un peu limite au niveau de la vidéo parce qu'en fait tu vas avoir ma tête pendant tout le reportage, mais c'est la seule chose que j'ai trouvée pour pouvoir retranscrire finalement ce que m'a dit Philippe Billard. Je suis pas encore assez costaud pour, comme dans la télé de Lilou par exemple, avoir les deux personnes interview dans une conférence. Voilà, et écoute bien et puis on se retrouve très bientôt. Ouais, tu m'entends, oui. Oui, non, mais je t'entends, vas-y, dis-moi. Continue. Ouais, alors il faudrait que tu te présentes. Voilà, c'est parti, là, je démarre. Donc, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire un peu qui tu es et puis pour qu'ils comprennent un peu ce qu'il en est, quoi. Hein. Voilà, je suis Philippe Billard, ancien salarié de l'industrie nucléaire, ancien salarié de l'industrie industrielle, pétrochimique, alimentaire, agroalimentaire, voilà, sous-traitant des grandes enseignes du CAC 40 d'aujourd'hui, quoi. Ouais, et donc tu as été syndicaliste, c'est ça ou... Alors, je suis toujours syndicaliste, je suis toujours à la CGT, ça fait 35 ans que Ouais. j'essaye d'honorer la CGT ou celle qui m'honore, je sais pas, c'est certainement le travail des deux qui fait qu'aujourd'hui je suis encore présent à la CGT malgré les grandes difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde du travail Ouais. et dans la vie individuelle en tant que syndicaliste, parce que Ouais. c'est sûr qu'on est très très mal vu par tout le monde de l'entrepreneuriat, on va dire de l'entreprise, Ouais. voilà, des partis politiques, certains, voilà. Donc moi je suis toujours conseiller du salarié pour la direction départementale du travail, donc ça veut dire que j'accompagne les salariés dans les procédures de licenciement quand il n'y a pas de délégué dans l'entreprise. Ouais. Donc on intervient surtout dans des petites entreprises, parfois des entreprises où les organisations d'élection n'ont pas été faites, ou sont pas faites, ou sont volontairement pas faites pour pas avoir d'élus. D'accord. On rencontre voilà, des difficultés dans ces petites boîtes-là, très 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 compliquées. Je suis administrateur de la CARSAT pour la Seine-Maritime. Enfin, pour la Normandie, excuse-moi. Et c'est quoi la CARSAT? Parce que tu m'excuses, mais... La CARSAT, c'est toute la branche vieillesse, sécu, accident de travail. D'accord. Voilà. Ok. Et moi, j'interviens au niveau de l'industrie. Voilà. D'accord. Donc, Et ouais. Et est-ce qu'il y a dans ton enfance, par exemple, les questions que je te pose sont peut-être un peu moins techniques que pourrait te poser un syndicaliste, mais est-ce qu'il y a dans ton enfance un peu le germe de ce que tu vas devenir, de ce que tu vas être, quelqu'un qui t'implique finalement, qui va être un lanceur d'alerte, qui va être quelqu'un qui va défendre les autres? Est-ce qu'il y a ça déjà ou non? Alors, j'ai pas encore creusé toute l'histoire
du nom que je porte, c'est-à-dire le nom de billard. Oui. On sait que sur une stèle CGT, il y a un billard. Dans la gare de Rouen, il y a un billard qui est un résistant de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. J'ai aussi vécu dans une famille d'ouvriers où seul mon père travaillait, ma mère élevait les 6 enfants. Oui. Des difficultés comme tout le monde pour rejoindre des debout, mais j'ai aussi vu mon père souffrir au travail, être beaucoup dérangé dans ma jeunesse, parce que c'était lui qui avait en charge l'entretien de la chaudière qui faisait tourner la filature d'Ouville-la-Rivière. Oui. Chaudière qu'il a entretenue pendant des années et qui l'a fait partir avant l'heure, puisque je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand il nettoyait tous les joints d'amiante dans cette chaudière pour la remettre en état qu'il a été le plus exposé. Il est revenu à la maison, il était tout noir, quoi. D'accord, ouais. Et alors, donc, bon, j'essaye de mener la barque hein, de l'entretien, mais toi, disons que on pourrait penser qu'actuellement, avec les choses qui évoluent, les techniques et tout, la condition ouvrière s'est améliorée, très nettement améliorée, presque pour être pas idéal, mais correcte. Est-ce que c'est le cas? ça serait, je ferais la fête tout de suite si c'était le cas. Bien sûr que non, c'est pas le cas. Les employeurs, dans les grandes entreprises, comme je te disais, les grandes entreprises du CAC 40 et d'autres entreprises en dessous, ont inventé l'interresponsabilisation au travers de la sous-traitance. Oui. La sous-traitance, c'est la sous-traitance des activités que le donneur d'ordre effectuait avant. Comme dans les centrales nucléaires, comme en pétrochimie, tous les métiers à risque aujourd'hui sont sous-traités à des entreprises plus ou moins correctes. Les prix des donneurs d'ordre sont tellement revus à la baisse qu'au final on joue sur la santé, les moyens de protection des salariés, les moyens des suivis médicaux. On joue sur tout ça et au final on sacrifie des centaines de salariés qui sont aujourd'hui invisibles du monde de l'entreprise, mais aussi invisibles aux utilisateurs. Par exemple, si je prends les utilisateurs de l'électricité, je peux te dire que 80% des Français pensent que une centrale nucléaire, c'est des gens en salle des commandes qui dirigent une centrale et que pour eux, il y a personne d'autre et ils ne sont pas au courant de la souffrance qu'endurent les salariés de la sous-traitance dans ces usines où toutes les expositions à rayonnement ionisant sont prises par eux, toutes les autres sortes d'expositions, amiante, parce qu'on en trouve encore en permanence, et tout autre produit chimique qui sont utilisés dans les centrales nucléaires. Et alors comment ça se fait ça? C'est parce que tu vois dans ma chaîne Sentier du Bonheur, donc je suis loin du sujet, mais comment ça se fait? C'est-à-dire comment ça se fait qu'il y ait d'un côté des hommes qui souffrent et puis de l'autre côté t'es finalement des gens comment ça se fait quoi, que même que nous on sache pas vraiment ça? Comment ça se fait? Comment c'est possible quoi? À l'ère d'Internet, à l'ère de tout, comment ça se fait? Et comment ça se fait tout est volontairement caché. Voilà, aujourd'hui, tous les journaux, toutes les radios, tout est détenu par les hommes les plus riches de la planète qui sont en lien avec les hommes politiques, pour certains, et qui font en sorte que rien ne se voit et que tout soit caché. Tu vois, quand je te dis... quand ils se déresponsabilisent sur leur responsabilité concernant leur obligation de résultat, c'est-à-dire que un salarié rentre dans une entreprise et il doit ressortir 40 ans plus tard en retraite avec le même état de santé que quand il est rentré. Aujourd'hui, c'est pas le cas chez EDF, c'est pas le cas chez d'autres entreprises, c'est pas le cas chez Exxon, c'est pas le cas chez Total. Donc ces salariés aujourd'hui qui sont exposés, on peut dire que c'est de la chair à canon, et tout est fait pour les rendre invisibles. De toute façon, ces marchés qui sont aussi des marchés pluriannuels, qui sont en appel d'offres en permanence, ça permet de créer un turnover dans les salariés, les salaires baissent, il y a de moins en moins de primes, les salariés sont de moins en moins bien considérés, il y a des statuts qui sont revus à la baisse en permanence.
Certains métiers avant se faisaient par des entreprises avec des conventions à peu près correctes qui étaient des conventions de la métallurgie ou du bâtiment. Aujourd'hui, les entreprises qui répondent aux appels d'offres et qui ont le boulot, tellement les prix ont été cassés, c'est des entreprises qui ont des conventions Syntec, bureaux et tout ce qui s'ensuit qui n'ont rien à voir avec les métiers, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Donc en fait, depuis que tu as démarré, depuis que tu as commencé, ça s'est pas amélioré. Ça aurait peut-être même pris l'eau, quoi. Ça s'est aggravé presque. C'est ça, oui, oui, absolument. Ça s'est aggravé, ça s'aggrave partout. Aujourd'hui, on a des entreprises qui font des arrêts d'unités, chantier fermé, chantier clos, et on voit des unités de travailleurs arriver qui sont des travailleurs de l'Est et de toutes sortes de pays. Et le jour où on passe, si tu veux, on va passer des tests de sécurité. On va dire que c'est de la merde, parce que ce genre de test. Et tu as les traducteurs pour les salariés de l'étranger qui sont là et qui traduisent. Et il y a même des sections spéciales pour eux, quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Donc on est en fait dans un monde complètement cinglé, quoi. On marche sur la tête, quoi. On marche, non seulement on marche sur la tête, mais en plus on se met en danger parce qu'un de ces jours il y a une cafetière qui va péter et puis on dira ah bah tiens c'est la faute à pas de chance, quoi. Ouais, alors moi je me dis toujours les cafetières sont déjà pétées parce que c'est moi j'appelle alors toi tu appelles la cafetière l'usine. Oui, enfin oui, bien sûr, ouais, ouais, c'est une manière de parler. Ouais, c'est ça qui porterait des dommages à la population. Mais dans des dommages, la population en subit déjà. C'est la population des travailleurs Ouais. qui, elle, subit déjà toutes ces conséquences-là avec des problèmes de santé et en fin de carrière, parfois des salariés qui ne voient pas la retraite. Ça a été le cas pour plusieurs salariés que j'ai défendus. Ouais. Ces invisibles du travail aujourd'hui qui sont les travailleurs de la sous-traitance dans toutes les entreprises confondues, largement utilisés chez EDF, pour pas dire que ça a été les pionniers de cette façon de faire. Ils se sont basés sur des études de salariés de chez eux qui, exposés aux rayonnements ionisants, étaient de plus en plus malades. Donc à un moment donné, pour pas être responsable et pour ne pas avoir à payer, Oui. puisqu'au final en France, quand tu détruis quelqu'un, sa santé, tu lui donnes de l'argent. Ouais. Bah oui, logiquement oui. Voilà, c'est pas de la logique. Ouais. Quand tu perds tes jambes au travail et que tu finis ta vie dans un fauteuil roulant, si t'es pas mort, on peut te donner 1 million d'euros. Qu'est-ce que vaut 1 million d'euros contre une paire de jambes? Oui, et j'ai personnellement entendu parler de gens qui ont perdu leurs doigts dans des régleurs, tu sais, d'entreprise, et qui parfois n'ont rien eu du tout, parce que bah ils avaient déconnecté une sécurité parce qu'ils étaient forcés d'aller trop vite, et puis bah voilà, c'était pour leur gueule, quoi. Donc ils ont perdu leurs 8 doigts comme ça, quoi. Alors là, c'est vrai que, et en plus, je vais pas faire un vilain jeu de mots à la con, mais excuse-moi du terme, mais pour les auditeurs, mais il est vrai que tu as mis le doigt là où il fallait le mettre, parce que Mais aujourd'hui, les employeurs ne se gênent pas à punir les salariés qui se mettraient en faute de ce style-là, alors que ce sont eux les fautifs. oui, oui, je comprends. Globalement, il y a une sorte de course au rendement, à un stress, même parce que tu disais même qu'il y avait un stress aussi qui n'est pas qu'un stress physique, ça peut être un stress psychologique aussi, hein, le fait de travailler avec des matières qu'on voit pas, par exemple dans le nucléaire, pas savoir ce qu'on a pris comme rayonnement, enfin, ça doit être assez effroyable, quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, si tu interroges certains salariés du nucléaire et la jeunesse qui rentre, ne voit pas le risque tout de suite, si tu veux. Ouais. Parce que c'est des petits jeunes qui sont parfois sans travail, dans des situations précaires, qui trouvent un boulot à la centrale à côté, ou la centrale où on a du grand déplacement, donc on touche des indemnités de grand déplacement. Les gars vont vivre à plusieurs, dans un camping, dans une caravane, Ouais. ils vont mettre un peu de côté. Quand tu leur dis est-ce que ça paye bien, ils vont te dire oui, on a des primes, on a ci, on a ça. Mais c'est pas un salaire, une prime. C'est ça qu'ils comprennent pas tout de suite et ils comprennent pas les dangers. Pourquoi ils ne comprennent pas les dangers? Parce qu'on leur explique pas. Ouais, c'est ça, c'est ça qui paraît complètement incroyable, c'est-à-dire que et au niveau français, sans faire de politique, on est quand même les élites sont pour le nucléaire finalement. On l'a bien vu avec les choix qui ont été refaits, qui seront refaits. On est pour le nucléaire au niveau des élites. Alors, je sais pas ce que tu appelles les élites, parce que si ce sont ceux qui nous gouvernent et ceux qui pensent, Oui, non, bon, je les considère
considère pas comme des élites, et je les Ça... considère comme des incapables, comme des gens irresponsables, Ouais, comme certains partis politiques ou certains syndicats qui prônent, comment dire, le nucléaire, qui prônent le pétrole, qui prônent tout produit chimique confondu, parce que c'est l'usine qui les fait, et la production qu'ils font, qui les fait, qui sont nourris par l'entreprise. ouais, Et c'est là le dommage, parce que tu vois, moi je ne suis pas ce militant qui dit il faut travailler pour vivre, pas du tout. Parce que si ton travail, oui, en effet, te diminue ton espérance de vie, il ne faut pas que ce ouais, travail-là existe. ouais, Tu vois ce que je veux dire, ouais, ou que ce travail-là te mutile, ou que ce travail-là te ouais, brûle. On a quand même 2 morts par jour dans le monde du travail en France, des dizaines de gens qui chopent des maladies professionnelles, qui ouais, ont des actes de travail. Moi, il y a un endroit où qu'on appelle éducation nationale, où il y a un manque d'éducation sur c'est quoi le travail quand oui, tu vas travailler, parce que déjà tout petit, les gamins ils rentrent en maternelle, on leur dit déjà tu vas faire quoi titi plus tard. oui, oui. Bah, si le titi, 15 jours avant, il a perdu son père dans la chute d'une grue, et puis qu'il répond à la maîtresse, moi maîtresse, je veux pas travailler, et puis que la maîtresse lui dit, mais pourquoi tu veux pas travailler mon titi? Parce que je veux pas être comme papa, je veux pas mourir. Oui, oui. Alors, on te rétorquera que, étant donné qu'il y a des millions de personnes qui travaillent chaque jour, hein, je te répondrai de manière, on va dire, technocratique, il y a forcément un certain nombre de personnes qui vont mourir. Ouais, Non, je sais pas, mais je te répondrai si j'étais un politique ou que je te dirais franchement, mais bon, ouais, c'est les conditions dans lesquelles ils vont mourir. Ça peut être, comme tu dis, dû à l'amiante, parce que nous, on a eu, tu sais, moi je suis du côté de Bayeux, on a eu du côté du sud du département, Condé-sur-Noireau et tout, tous les gens de l'amiante, hein, et apparemment tout le système fonctionnait pour que ça continue, quoi. Hein. Il n'y a pas eu le frein qu'aurait dû se faire, quoi. Hein. Donc on sait bien que malheureusement, oui, quand tu dis 2 personnes, c'est pas 2 personnes qui sont mortes pas que par malchance, quoi. Hein. C'est bien souvent, malheureusement, par l'organisation du travail que c'est comme ça. de toute façon, les choses sont ainsi faites. Euh, Parce que on connaît les risques qu'on fait courir à un salarié quand on fait du nucléaire. Donc c'est pour ça qu'on crée des normes. On se dit en mettant des normes, on sait que on en tuera le moins possible. Oui, 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 Mais, mais si celui qui crée la norme, c'est celui qui est dans le moins possible, et c'est celui-là qui va être sacrifié. oui, oui, je Est-ce comprends. que lui va créer la norme pour Oui, s'auto-mutiler ou oui, oui, s'auto-détruire? ouais, Je pense pas. Parce que les hommes qui sont aujourd'hui à la tête des pouvoirs, à la tête des entreprises et tout ça, c'est lié ensemble. Hein. Aujourd'hui, tout est lié. hmm. C'est pas qui souffrent. Ceux-là, c'est ceux qui donnent la souffrance. Et Ouais, quelque ouais, part, je pense que quelque part, ils s'en foutent. Qu'il y a un papa qui meurt au travail, la maman est à l'hôpital en train d'accoucher, le gamin ne connaîtra jamais son père. Ils s'en foutent, ces gens-là. Parce que de toute façon, au final, ce qu'ils ont eu, c'est le fric et la place. Et la place en politique aujourd'hui, elle est bonne, on se gaffe, on se ouais, gave. jusqu'à. Ouais. Et toi, est-ce que tu as subi des pressions? Est-ce que tu t'es senti, comme dans les films un peu, est-ce que tu t'es senti en danger physique parfois? Est-ce que tu as reçu des menaces? Jamais. Alors, des menaces dans mes combats principaux, je vais dire, euh, dans la santé au travail, dans les grandes industries, j'ai jamais été menacé de rien. On me disait, vous auriez pu choisir une autre carrière, vous seriez mieux reconnu et mieux Oui, payé aussi. Voilà, ce genre de discours, complètement rien à secouer. Ma vie ne tourne pas autour d'un portefeuille rempli de billets de 500 euros avec une Ferrari à chaque étage dans ma maison. ouais, Ma ouais, vie, ma vie, c'est pas ça, quoi. Ma vie, c'est pas paraître. Ma vie, c'est vivre. Donc, ouais, par contre, oui, alors on rencontre des difficultés, comme je te disais tout à l'heure, dans le mandat de conseiller du salarié, où parfois, oui, on a des employeurs qui parfois peuvent être des anciens salariés qui ont réussi à monter leur petite boîte et puis qui sont très mal guidés par leur cabinet conseil et puis qui sont un peu agressifs
pour avoir un terme plus ou moins adapté dans ce que je dis envers les représentants du personnel qui viennent défendre l'intérêt des salariés, mais c'est aussi l'intérêt de l'entreprise, parce que quand un petit employeur est mal conseillé, au final, quand il y a des procédures prud'homales, et aujourd'hui les procédures prud'homales aujourd'hui en France, c'est 80% des dossiers sont gagnés par les salariés, ce qui veut dire qu'il y a de très très mauvais. Ah, quand même, ouais. Ça, c'est important à savoir quand même, parce que, ouais. Dire que, et je rappelle quand même que le conseil des prud'hommes, les conseils des prud'hommes, c'est paritaire, c'est-à-dire que c'est 50-50, les gestions 50% patron, 50% juge patronat, 50% juge salarié. Ça veut dire que dans 80% des cas, il y a au moins minimum un patron qui se met de l'autre côté de la barre et qui juge son collègue étant fautif. Oui, d'accord, oui, donc c'est quand même important, quoi. Hein. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, bah, peut-être que mes questions te paraissent un peu bizarres, mais c'est dans le cadre de ma chaîne, quoi. Hein. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment c'est possible que ça existe à notre époque, tu vois. Parce que quand tu lis un livre de Zola, quand tu lis un livre sur l'esclavage, quand tu lis, tu comprends pourquoi ça se passait comme ça. J'ai pas dit que c'était normal, j'ai dit tu comprends. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ça continue à exister. Est-ce que les gens comme nous, est-ce qu'on peut vous aider ou est-ce qu'on peut s'aider Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous? Qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse tous ensemble Attends, je t'arrête 2 secondes, je change la bobine. Je te demande une seconde, c'est pas une bobine, mais je change de... Alors, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour t'aider, pour aider les gens, pour s'aider nous-mêmes? Parce que c'est ça, c'est s'aider nous-mêmes et aider nos enfants aussi. Hein. Première des questions, enfin, en fait, tu donnes la réponse dans ta question. Pourquoi le salarié qui subit ne s'aide pas lui-même? Oui, mais c'est très difficile, hein, c'est très difficile. Je donnerai pas des détails sur la vie de gens que je connais, mais il y a un effet de sidération parfois de la part des salariés, un peu comme quand il y a un viol. Moi, j'assimile ça un peu à un viol, ce truc-là. C'est-à-dire que quand tu sens que ta santé est complètement esquintée, quand tu as un moment où tu sais plus quoi faire, quoi, t'es sidéré, quoi. Tu sais, comme, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Il y a ça aussi. Il y a... Parce qu'on est dans le monde du travail, dans un contrat de travail qui n'est qu'un contrat de soumission. C'est vrai, oui. Et à l'école, on va t'apprendre la même chose, parce qu'on va te dire qu'il faut que tu ailles travailler pour vivre. Et pour aller travailler pour vivre, il va falloir que tu te plies, à l'ordre mis en place au travers des politiques, au travers des employeurs, et tu te retrouves parfois isolé et en peur de ce truc monstrueux que tu as devant toi, quoi. Et quand tu dans le syndicat et que tu commences à t'intéresser à toi et à vouloir te défendre, que tu dis mais tout compte fait, ceux qui sont en face, ils sont pas si forts que ça, quoi. Ouais. Alors moi je tiens à dire, je te dis, moi je suis enseignant, donc j'ai un devoir de réserve. Hein. Tu nous as dit ce que tu pensais de l'éducation nationale. C'est pas que je cautionne pas du tout, hein, mais tu comprends bien que je ne donne pas mon avis, hein, bien que chacun ait son avis. Hein. Mais oui, on a une forme quelque part, disons que on a une forme de, comment dirait-on? On a une forme de... Le travail, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ça aussi le problème. C'est que le travail, c'est ce qui nous définit. Et puis sans travail, on est mort, quoi. Alors moi, ça ne me dérange pas de parler de travail. Justement, le travail, c'est quelque chose qui, je trouve, important. Quand un boulanger, le matin, se lève pour faire son pain, c'est croissant. Et c'est un aboutissement de son travail que de voir... oui, c'est ça. Les gens et de les rendre heureux. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que on arrête comment dire, c'est l'argent qu'il y a derrière. En fait, c'est l'argent qui pourrit le travail aujourd'hui. Parce que ceux qui ont l'argent et qui donnent le travail, et surtout dans les grandes entreprises aujourd'hui, les grandes entreprises, c'est eux qui gèrent le pays. Oui. Que ce soit des entreprises françaises ou américaines ou autres, c'est eux qui prennent les décisions et qui guident les politiques sur ce qu'ils veulent. Oui. Donc si demain on se dit justement on bloque les salaires et puis on met un salaire en dessous duquel on se dit qu'il est impossible de vivre. Oui. Donc c'est simplement ce qu'on prône syndicalement, c'est-à-dire le partage des richesses. Et le partage des richesses dans le monde du travail, il est
il est sous forme d'argent. Et quand on dégagera ces milliards d'euros aujourd'hui qui partent dans les mains Oui. d'actionnaires qu'on ne connaît pas, d'où ils viennent, qui ils sont, et qui partent avec des milliards d'euros en poche, des valises pleines, qui volent la France, qui volent les pays européens aussi. Oui, c'est vrai aussi, oui, oui. À l'occasion, quoi, hein, qui reçoivent des subventions, qui se barrent au moment. Oui, 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 oui. Et si ce fric-là, on le récupère, obligatoirement, qu'est-ce qu'on va faire? On va le remettre dans la machine. Oui, 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 oui. Non, non, mais c'est vrai. Et ça, déjà, je pense que le monde ouvrier ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que le monde ouvrier subit une crise, on lui dit c'est la crise, mais ce qu'on lui dit pas, c'est que la création de richesses n'a jamais été aussi importante. Mais c'est la répartition des richesses qui n'est pas bonne, c'est ça, hein. C'est ça le problème. Et la répartition des richesses, tu m'excuseras, mais on n'est pas prêt de la changer avec les hommes politiques aujourd'hui qu'on a chez nous en France, qui eux aussi se gavent de la richesse et de la richesse du travail, parce que ce sont des gens, quand tu prends les députés, les sénateurs ou autre chose, c'est des gars qui font un mandat et qui touchent des retraites de 1600 euros minimum à vie, en Ouais, disant ouais, parfois que 16 mois, quoi. À un ouais. moment donné, c'est pas raisonnable d'avoir des gens qui nous disent, parfois fort qu'on est des feignants, qu'il faut traverser la rue pour trouver du travail, alors Oui, que oui. le gars en face de toi, qui est jeune, on va le payer jusqu'à la fin de sa vie, ce mec. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Mais bon, on a quand même, alors peut-être que c'est moi qui me fais des idées, mais on a quand même des gens qui commencent à parler. On a quand même eu les Gilets jaunes, on a quand même Branco, on a quand même Aberkan, on a quand même Boulot par chez vous. On a quand même des gens qui commencent à sortir leur. J'ai l'impression que ça, les gens commencent à réfléchir quand même, non? Ou est-ce que c'est moi qui me fais des idées ou que je regarde toujours les mêmes chaînes ou toujours les mêmes gens? Ben non, je pense que il y a une évolution aujourd'hui qui est palpable, hein. On l'a vu avec le Covid, de plus en plus de gens ont redécouvert ben, une autre façon de voir le travail. Ils ont Ouais, trouvé le télétravail. Il y en a, ben, ils ont réfléchi, ils se sont dit, ben, non, je peux plus continuer de travailler comme je faisais, c'est-à-dire me lever à 4 heures du matin et puis rentrer chez moi à 21 heures. Donc, ben, ouais. ils ont quitté leur entreprise, ils ont tout abandonné pour aller créer des petites sociétés, parfois dans le Larzac, aller faire du fromage, élever des brebis, ou autre chose. Ouais, donc c'est finalement, oui, ça bouge, c'est en train de bouger, mais on va pas décoincer comme ça les grosses multinationales qui sont bien installées, bien implantées, et puis qui ont tout, quoi, finalement, qui ont les juristes, qui ont les, enfin, hein, on voit bien, c'est pas évident, quoi, c'est pas évident encore, et c'est pour ça peut-être qu'il faut, qu'il faut en parler quand même, parce que moi, je te dis, depuis le temps que je te suis, puis depuis le temps que, où c'est impressionnant, tu vois, je sais pas, tu les as vus, toi, forcément, mais c'est les films de la Hague au tout début, tu sais, quand ils te disaient comment ça allait marcher, là, tu les vois avec leurs beaux petits uniformes de décontamination et tout, et puis ils se sont pas aperçus, par exemple, que, eh ben, l'été, il fait 25 ou 30, et puis le gars, il sue 3 kilos, et puis il perd 3 litres d'eau, et puis, en fait, tout était tracé comme un beau plan, mais tout c'est merdeux, quoi, le nucléaire, ça a l'air quand même assez merdeux comme idée, quoi. S'il y a des gens qui passent sur le gris, c'est quand même, il y a quelque chose qui va pas, ou je sais pas, mais c'est pas pour être contre le nucléaire au point, mais je trouve que dans une filière où tu me dis que bah, y en a qui sont exposés, puis il y en a qui en prennent, et puis on essaie d'en perdre le moins possible, ça paraît quand même incroyable, quoi. Oui, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et puis, je te signale quand même qu'on s'apprête à voir des nouvelles chaudières arriver, hein, puisque notre cher président a annoncé que la France pourrait construire des nouveaux EPR. Oui, encore, oui. Et puis voilà, et on est reparti sur d'autres délires complets, et puis, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, bon, bah écoute, Philippe, je pense que Est-ce que tu as quelque chose à nous dire de particulier que tu aurais à cœur de partager? Parce que je dis pas qu'on a fait le tour du sujet, mais là, tu vois, c'est tellement, ça te laisse tellement tomber les bras que tu te dis, mais c'est pas possible que ça existe, quoi. Déjà, rien que le fait de diffuser ça, bah alors, bah, tout le monde le diffuse à longueur de temps, mais tu sais, c'est au bout d'un moment, on va peut-être finir par à faire comprendre aux gens, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as quelque chose à transmettre je sais pas. J'avais quelque chose à dire aux salariés aujourd'hui. Regarde-toi dans la glace le matin. C'est toi Ouais, qui, c'est toi qui te brosses les dents. C'est toi, quand tu vas au WC, qui se torche le cul, excuse-moi du terme, mais c'est ça. Dans ouais, l'entreprise, dans l'entreprise, c'est pareil. Ne te laisse plus dominer. Oppose-toi quand ça va pas. ouais, Et ouais. que de tout
commences. C'est là que tu commences. C'est dans l'entreprise que tu commences. Ouais. C'est là où le salarié va devoir y passer des années et des années. Donc, il ne peut pas toujours courber les chines et obéir. Et surtout s'il voit que sa santé peut être mise en danger. Ouais. Et surtout parfois sa santé financière. Ouais, c'est ça aussi, hein. C'est ça peut-être qu'il faudrait dire aux gens, c'est que c'est pas seulement la santé physique, c'est aussi après la santé financière, quoi, parce que une longue maladie, etc., ça coûte cher, ça, et puis ça peut débaucher vers bien sûr la mort, mais ça peut coûter très très cher. Et puis il y a peut-être un autre phénomène duquel on parle pas, mais qui est peut-être pas sympa non plus, c'est ce que j'appellerais le moutonnage, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de salariés qui restent chauds jusqu'au moment où ça pète trop pour eux, peut-être, je sais pas, mais j'ai l'impression que chacun a un peu peur d'ouvrir sa gueule, pour être vulgaire. Ouais, c'est ça. Hein. Chacun gère son petit précaré en essayant de sauver ce qu'il peut sauver. Hein. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand on s'investit dans la vie et dans le monde du travail, et puis qu'on s'investit dans la vie, on se met en ménage, on a des enfants, une maison, on acquiert des biens, et puis tout compte fait, à un moment donné, on veut pas perdre ce qu'on a. C'est ça, ouais. Ce qu'on a réussi à avoir par le travail, donc on se soumet de plus en plus pour essayer de pas trop perdre. Ouais. C'est quand tu te soumets de plus en plus que tu perds le plus. Ouais, je comprends. Ouais, alors ce que je vais faire, je sais pas, hein, je dis pas que c'est terminé l'entretien, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le monter, je vais te le présenter, et puis si tu dis que ça va, je le passerai si ça te gêne pas. Non, au contraire, c'est fait pour, si tu m'as appelé, c'était pour ça. Ouais, parce que je te remercie, puis je suis vraiment content de t'avoir eu, là. En principe, ça doit fonctionner, puisque j'ai fait à peu près 29 minutes. Et puis, bon, si au fur et à mesure, on réussit à en renfoncer un petit coup de clou à chaque fois, un petit coup, peut-être ça fera avancer les mentalités, quoi. Voilà, c'était le reportage de Philippe Billard et j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a plu. Moi, je suis sidéré de voir maintenant que, encore au XXIe siècle, il y a des gens qui meurent en essayant de gagner leur vie. Donne-nous tes commentaires, parle-nous des expériences qui ont pu t'arriver, hein, tu vois, c'est vraiment du vécu. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Sentier du Bonheur.